Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture de février. Je sais qu'on est mi-mars mais bon j'ai pas eu énormément de temps pour tourner cette vidéo. C'est vraiment la vidéo qui prend le plus de temps à tourner parce qu'en fait je vous fais un résumé de toutes mes lectures du mois de février et comme je lis pas mal, ça fait souvent beaucoup de livres à présenter et à critiquer on va dire, donc voilà, ça prend du temps. Donc du coup comme d'habitude je vais vous faire un petit résumé du livre plus la review que j'ai fait. Je pense que je vais fonctionner comme pour l'update lecture de janvier, donc vous présentez d'abord les lectures en e-book et puis après vous classez mes lectures papier du livre que j'ai le moins apprécié au livre que j'ai le plus apprécié pour faire un petit classement de toutes mes lectures et en arriver peut-être au coup de cœur, qui sait. En février, j'ai lu 10 livres, donc c'est plutôt pas mal, hein. Je reste dans mon bilan un petit peu de chaque mois, entre 8 et 10 livres en général, donc je suis super contente. Et alors du coup, dans les 10 livres, il y en a un en e-book et un en audio, tout le reste a été lu en version papier. Et il y a également un service presse du coup que j'ai découvert pendant le mois de février. Donc comme je vous l'ai dit, je vais d'abord commencer par vous présenter mon livre en e-book, puis mon livre en audio et ensuite continuer avec mes livres en version papier. Donc l'e-book que j'ai lu au mois de février, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Donc ça fait partie de la saga Saison qu'elle a commencé à sortir en automne. Donc le premier tome c'était Un automne pour te pardonner, ici c'est Un hiver pour te résister, etc. etc. On suit deux protagonistes, donc du coup d'un côté il y a Lily qui fait du patinage artistique et qui a pour objectif d'avoir la médaille d'or au championnat mondial. D'un autre côté on suit Orion qui est du coup déjà médaillé d'or au niveau du patinage artistique, qui est du coup la personne que Lily admire le plus. Autour d'Orion, il y a une petite particularité, c'est qu'il est un peu champion mondi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ses partenaires ont eu un accident qui ont fait en sorte qu'elles ont dû arrêter le patinage artistique. Et donc du coup, lui, il veut absolument arrêter le patinage. Oui, il est champion, mais que si à chaque fois ses partenaires ont un accident, voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Donc du coup, lui, voilà, il veut arrêter sa carrière et passer à autre chose. Mais son coach lui impose une toute dernière partenaire et pas des moindres vu qu'il s'agit de Lily. Le partenaire à la base de Lily a été blessé et du coup elle doit trouver un autre partenaire pour pouvoir participer au championnat. Et donc quand elle va se rendre compte qu'il s'agit d'Orion, donc la personne qu'elle admire le plus au niveau du patinage artistique, elle sait pas trop comment prendre la nouvelle et donc du coup ça va créer toute une ambiance très particulière autour de ces deux personnages là. Au final Lily se rend compte que Orion dit des choses pas très positives par rapport à elle et du coup en fait au final elle le prend en grippe, elle se dit je l'admire depuis toujours mais il est pas du tout comme je pensais. Elle va avoir des réticences vis-à-vis de lui et Orion, comme il avait décidé d'arrêter sa carrière, c'est pas que il aime pas Lily mais en fait il avait juste pas envie d'avoir une autre partenaire et donc son but c'est de lui faire vivre un enfer pour qu'elle décide d'abandonner et qu'il ne fasse pas ce championnat. Enfin bref, vous avez compris, on est sur un enemies to lover si on peut dire ça comme ça, parce que même si Lily admire Orion, au final on va être un petit peu plus sur la trope enemies to lover, en tout cas au début du livre. Et donc pour réussir à créer une alchimie entre ces deux personnages, ils vont devoir cohabiter ensemble durant les 4 prochains mois. Donc comme vous vous en doutez, il y a également la trope de colocataire qui rentre en compte et à partir de ça on va suivre un petit peu l'évolution de la relation d'Orion et de Lily. Personnellement j'ai vachement moins apprécié ce deuxième tome que Un automne pour te pardonner. Bon, c'est vrai qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Un automne pour te pardonner, il y avait toute l'intrigue policière, on va dire, qu'il y avait autour de l'histoire. Ici, on est sur une romance pure. Même si les sujets sont hyper intéressants, on parle de beaucoup de choses là-dedans. Donc, il y a notamment la confiance en soi. Il y a aussi une certaine forme de handicap qui est repris dans l'histoire et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant de l'aborder parce que c'est vrai que c'est un sujet encore très peu connu au sein de la société et pourtant je trouve qu'on a quand même fait un grand effort par rapport à ça, mais le handicap n'est pas vraiment repris dans la société actuelle, en tout cas on n'y pense pas assez souvent. Donc le fait que l'histoire parle de ça, j'ai trouvé ça super chouette. Je pense qu'il m'a manqué un petit truc en fait pour que ce soit vraiment une bonne lecture. Je l'ai apprécié. J'ai aimé lire ce livre, mais
je sais pas, il me manquait vraiment un truc pour que ce soit vraiment une super bonne lecture. Alors j'ai adoré tout le côté patinage artistique parce que c'est un monde que je ne connais pas forcément. Donc ça a été super chouette d'être un petit peu embarquée dans ce sport qui m'est totalement inconnu parce que je vous avoue que je ne regarde pas du patinage artistique pour le plaisir, donc voilà. Et du coup, tout ce côté-là, je l'ai plutôt bien apprécié. Je trouve que c'était un petit peu trop basique en fait. Un Enemies to Lover colocataire, j'en attendais un petit peu plus et je pense que j'ai été un petit peu déçue de la tournure que l'histoire a prise. J'ai quand même aimé toute la partie handicap. J'ai bien aimé du coup l'évolution de la relation entre Lily et Orion. J'ai également bien aimé le personnage d'Orion. Je pense que c'est mon personnage préféré dans l'histoire. Mais comme je vous le dis, c'est une lecture sans plus. J'ai clairement préféré Un automne pour te pardonner que Un hiver pour te résister. Sur Instagram, je l'ai noté 3 étoiles et demie sur 5. Donc bon, ça reste une bonne note. Mais voilà, c'est pas ma lecture préférée du mois en tout cas. Ma deuxième lecture, qui cette fois est en audio, a été This is not a love letter de Anouk Filippini. Ici, par contre, on est sur une très bonne lecture. En audio, j'ai trouvé que ça passait hyper bien, c'était hyper fluide, hyper léger et hyper compréhensible. Et c'est vrai que les livres que je choisis d'écouter en audio sont souvent beaucoup plus faciles au niveau de la trame et au niveau du langage. Enfin, personnellement, je vais jamais écouter un livre de fantasy en audio parce que je sais que la fantasy c'est hyper complexe. Donc jamais je vais me dire je vais écouter un fantasy en audio. Ça c'est sûr que non parce que ma concentration est clairement moins élevée que si je le lis en version papier. Donc ici, je trouvais que c'était une lecture parfaite. Par exemple, pour les personnes qui veulent commencer l'audio mais qui ne savent pas par quoi commencer, je vous recommande clairement ce livre-là parce qu'il est très 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 facile au niveau de la compréhension. C'est hyper fluide et il n'est pas très long. Je sais plus exactement combien de temps il dure, mais c'était pas plus de 5 heures, il me semble. Donc, je trouve que c'est assez rapide au niveau du temps d'écoute. Pour vous résumer un peu l'histoire, ici on suit Lou avec un E. C'est très important de le préciser parce que dans le livre elle le précise mais tout le temps. Donc c'est Lou et pas Lou. Et donc du coup on va suivre Lou qui est une jeune adolescente qui adore faire du surf et qui a une meilleure amie mais qui a disparu. La façon dont elle en parle, on a l'impression que sa meilleure amie est partie en voyage pour une longue durée, une durée indéterminée. On ne sait pas si elle reviendra ou pas. On a un peu l'impression qu'elles se sont disputées, enfin, je sais pas, il y a tout un truc qui est autour de cette meilleure amie disparue, qui est super intéressant. Elle va finir par rencontrer son voisin qui s'appelle Inigo et qui va lui demander des cours de surf. Elle accepte, mais il doit lui payer 35 € la séance d'1 heure. Donc oui, c'est un petit peu cher, mais le gars accepte sans hésiter. Et donc, il commence à prendre des cours de surf avec Lou. Et là, se crée de nouveau une relation entre les deux personnages. Inigo va lui demander un truc, mais auquel on ne s'y attend pas. Donc, il va finir par lui demander des conseils au niveau du sexe. Et alors, à partir de là, le livre prend une toute autre tournure et on a les 10 règles du surf et les 10 règles du sexe qui commencent à se mettre petit à petit en place, que Lou, du coup, écrit à Inigo. Et en fait, de par son expérience, elle écrit 10 règles qui combinent le surf et le sexe. Pourquoi ? En fait, pour imager un petit peu les règles qu'elle met en place, par avoir mélangé ces deux mondes, en fait, sont hyper intéressants parce qu'on voit qu'on peut faire des liens qui sont hyper chouettes. Et pour moi, ce livre est destiné aux adolescents parce qu'en fait, parfois, ça aborde des sujets tout bêtes, genre, ne pas accepter si on n'a pas envie, tout simplement. Ça peut vous paraître bête, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore, je vais pas dire pas au clair là-dessus, mais qui ne se rendent pas compte en fait de à quel moment on dit je suis d'accord ou je suis pas d'accord, de à quel moment on a ce genre de moment intime avec une personne, enfin bref. J'ai trouvé que c'était hyper chouette et que pour moi c'est un livre à lire quand on est adolescent, qu'on a un petit peu toutes ces questions qu'on se pose à ce niveau-là et qu'on n'ose pas poser peut-être à nos parents, à nos amis, etc. parce que c'est un sujet très pudique. Et donc du coup, en fait, avoir des lectures qui parlent de ça, j'ai trouvé ça hyper chouette parce que ça peut permettre aux adolescents d'être un petit peu guidés et de prendre du recul et de se rendre compte aussi qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils vivent. Donc moi je l'ai vraiment hyper apprécié à sa juste valeur et comme je vous l'ai dit, c'est quand même une lecture hyper légère. Maintenant, attendez-vous à avoir certains détails qui peuvent surprendre les âmes les plus sensibles, parce que le sexe c'est quand même un sujet assez particulier.
et assez intime, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, bah forcément je vous conseille pas trop de lire ce livre, ou alors justement je vous conseille de le lire pour peut-être vous débloquer un petit peu par rapport à tout ça. Bref, moi j'ai vraiment apprécié ma lecture, et alors il y a quand même toute cette notion de révélation qui se fait petit à petit au niveau de la meilleure amie que je vous ai dit qui a disparu et qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Au final, petit à petit on a des révélations qui sont amenées d'une manière très lente et très longue à la détente, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de découvrir ce qui s'est passé pour que cette meilleure amie disparaisse comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, personnellement j'ai adoré l'histoire. La relation entre Lou et Inigo évolue également et elle est très 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 chouette. Enfin moi je l'ai beaucoup appréciée. Enfin, bref voilà, c'est une belle lecture, très très légère, très fluide, qui ne met pas longtemps. Enfin en tout cas moi je l'ai écoutée en 1 ou 2 trajets pour aller au travail en voiture, donc ça va assez vite. Comme je vous l'ai dit, ça ne demande pas une très grande concentration, donc parfois ça fait du bien d'avoir des lectures plus légères. Du coup, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Maintenant que j'ai fini de vous présenter mes lectures e-book et audio, on va tout simplement enchaîner avec les lectures papier. Et donc là, je vais vous faire un classement des lectures que j'ai le moins appréciées jusqu'aux lectures que j'ai le plus appréciées durant le mois de février. Et on commence tout de suite avec L'Enfant du Titanic. Donc c'est le livre que j'ai le moins apprécié, avec Un hiver pour te résister, malheureusement. Mais bon, il en faut, hein. On ne peut pas tous avoir des lectures à 5 sur 5, donc voilà. Donc ici, en fait, on suit un petit peu l'après-Titanic. Donc moi, je pensais qu'on allait avoir une histoire qui se déroule principalement sur le Titanic, mais c'est pas du tout le cas. En fait, on suit peut-être allez, un peu moins de 100 pages à bord du Titanic. On suit principalement 2 protagonistes, Céleste et May, qui ne se connaissent pas du tout à la base, qui ne se sont jamais vus même à bord du Titanic. Et en fait, une fois que le Titanic s'est pris l'iceberg, etc., que les gens ont été sauvés, machin, Céleste et May se retrouvent sauvées sur la même barque. Et du coup, elles vont se lier d'amitié. Et c'est une amitié du coup qui s'est créée grâce, entre guillemets, on s'entend bien, au naufrage du Titanic. Et donc, personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'amitié entre ces 2 personnages qui va se créer et qui va du coup durer tout le long du livre. Alors, il y a une intrigue très particulière, c'est qu'en fait, May avait son mari et son enfant à bord du Titanic. Et après le naufrage, son mari et son enfant sont introuvables, et donc du coup, au final, elle se retrouve avec un bébé qui n'est pas le sien. Mais elle décide de garder le secret, de garder ce bébé. Elle se dit, comme personne ne réclame ce bébé, c'est que les parents sont décédés à cause du naufrage du Titanic, et donc elle décide de garder cet enfant. Donc on suit également le papa de cet enfant qui n'était pas à bord du Titanic lorsqu'il a fait naufrage et qui était resté à son pays pour travailler. Et en fait, sa femme et son bébé le rejoignaient dans le pays où lui était resté. Et il est persuadé que son bébé est toujours en vie, car lorsqu'il va au point de rendez-vous où toutes les personnes qui ont survécu se retrouvent, il découvre le chausson de son bébé, et là, il se dit clairement que son enfant est en vie, qu'il n'a pas retrouvé ce chausson pour rien, et donc du coup, persuadé qu'il est en vie, il va partir à la recherche de son enfant. Et donc on suit 3 points de vue. Donc il y a le point de vue de Céleste, de May et du papa du bébé qui a été volé, on va dire, par May. Donc il y a plusieurs choses qui sont abordées dans ce livre. Il y a les violences conjugales, du coup il y a la notion de mensonge, l'amitié, le naufrage du Titanic. Il y a beaucoup de choses assez fortes qui sont transmises dans ce roman. C'était une bonne lecture, mais pourquoi je ne l'ai pas appréciée plus que ça? En fait, parce que c'est quand même une histoire très longue. Même s'il y a une intrigue, donc toute cette histoire du bébé qui a été volé, etc., on tourne très fort autour de la même chose tout le long de l'histoire. Au final, l'histoire est quand même assez longue. Il y a quand même des petits retournements de situation qui sont assez chouettes. Mais voilà, moi j'ai apprécié ma lecture parce que je trouve qu'on a un autre œil du coup sur le naufrage du Titanic. On a un petit peu l'histoire d'après, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour moi il y a eu beaucoup trop de longueur, et je décrochais un petit peu à certains moments, et donc quand je décroche d'une lecture, ça veut forcément dire que je n'apprécie pas plus que ça. Maintenant je l'ai terminé parce que je trouvais que l'histoire était super belle, notamment l'histoire d'amitié, comme je vous ai dit, entre Céleste et May. Mais pour moi il y avait beaucoup trop de longueur, et donc c'est tout simplement pour ça qu'il est en bas de mon classement. Je suis quelqu'un qui adore les retournements de situation et les livres assez dynamiques. Du coup voilà, ça m'a un petit peu moins plu par rapport à ça.
mais j'ai quand même été contente de le découvrir et je l'ai découvert grâce à une fille des angoisses des livres sur Instagram qui a proposé un concept super chouette qui est en fait de faire un livre voyageur. Donc c'est un livre qui va nous être transmis de mois en mois. Par exemple ici, elle l'a lu au mois de janvier, puis elle me l'a passé pour que je le lise au mois de février, puis moi je le passe à quelqu'un qui va le lire au mois de mars et ainsi de suite jusqu'à ce qu'au mois de décembre, il retourne du coup à sa destinataire initiale. Donc je trouvais que le concept était super chouette et donc je lui dis tout simplement merci de m'avoir fait découvrir cette histoire qui était quand même super intéressante et qui change un petit peu de mes lectures habituelles. Donc voilà, si jamais vous êtes tenté de découvrir l'histoire d'après le Titanic, n'hésitez pas à le lire. En 7e position, j'ai mis La Loutre et le Prince, qui est un livre jeunesse, donc qui se lit hyper vite parce que voilà, c'est un livre jeunesse, donc il y a une centaine de pages. L'écriture est quand même assez grande. Il y a des petites illustrations au sein du livre qui sont super belles, qui illustrent très bien l'histoire. Et alors, si vous le souhaitez, il y a également un CD qui est disponible pour le faire écouter à vos enfants. Et j'avais un super beau marque-page du coup qui va avec et je l'ai également fait dédicacer par l'autrice. Il m'a dessiné une super belle loutre et c'est un de mes animaux préférés, donc j'adore. Magnifique. Et donc ici, on suit l'histoire d'un prince qui est infirme et à cause de cette infirmité, il est persuadé qu'il ne peut pas devenir un grand chevalier comme tous les autres princes des autres royaumes. Et donc il y a toute cette notion de nouveau de handicap et de non-confiance en soi qui est abordée et qui est du coup expliquée pour les plus jeunes. Et c'est clairement en fait je pense ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les enfants directement à ce genre de sujet pour que la société évolue du coup de plus en plus par rapport à ça et par rapport à ces sujets qui sont encore, comme je vous le disais, mis fortement de côté. Et donc ce jeune prince va rencontrer une loutre. Du coup, j'ai reçu un colis, ouais, j'adore, trop contente. Je vais l'ouvrir avec vous, même si c'est pas du tout le but de cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Je pense que vous allez bien aimer ce qui se trouve dedans. C'est trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Oh my god. Il est magnifique. Je surkiffe. Trop contente. Mais allez, regardez-moi ces beautés. Trop heureuse. Oh my god. Cette couleur. Incroyable. Bref, reprenons du coup là où nous nous sommes arrêtés. Donc ce jeune prince va rencontrer une loutre qui du coup va lui faire comprendre que finalement, même s'il est infirme, il peut accomplir de grandes choses. Donc c'est clairement le sujet principal de ce livre, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le handicap du coup qui est abordé d'une façon très belle je trouve, le dépassement de soi et l'acceptation aussi de la différence. Donc voilà, sincèrement c'est une très belle lecture. Moi je la conseille clairement pour vos enfants, même si vous n'avez pas des enfants, mais voilà, si vous travaillez avec des enfants, que vous êtes parrain, marraine, etc. Je trouve que c'est une histoire super belle. Pour moi, c'est grâce à ce genre de livre que la société va pouvoir évoluer. C'est en faisant découvrir ce genre d'histoire à nos enfants et aux nouvelles générations que du coup la société va pouvoir évoluer. Donc moi je suis clairement pour faire lire ce genre d'histoire et c'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Vu que je travaille avec des enfants, j'avais clairement pour but de leur faire découvrir cette histoire. Peut-être plus grâce au CD du coup que j'ai reçu avec le livre parce que moi ils sont petits et donc c'est plus facile de capter leur attention avec tout ce qui est audio. Mais voilà, je trouve que l'histoire vaut clairement la peine d'être lue et d'être découverte. Donc je vous en prie, essayez de faire découvrir ce genre de choses aux nouvelles générations pour que la société évolue et que nous sommes en tout cas de moins en moins dans cette notion de jugement vis-à-vis des autres, etc. Bref, vous l'avez compris, je suis clairement pour défendre ce genre de sujet, donc je ne peux que vous le recommander.
En 6e position, j'ai mis Le clown malheureux de Cathy Rinsbo. Donc ici, c'est un service presse et c'est une autrice auto-éditée, donc je ne peux que vous encourager à acheter son livre. Les livres que je vais vous présenter maintenant ont tous 4 étoiles sur 5. Donc La Loutre et Le Prince avaient également 4 étoiles sur 5, Le clown malheureux a 4 étoiles sur 5, etc. Je vous dirai une fois qu'on passe à 5 étoiles sur 5, comme ça vous pouvez faire un petit peu la différence entre mon classement, mais sachez que toutes les lectures que je vais vous présenter maintenant ont tous 4 étoiles sur 5 ou plus, donc c'est clairement des très bonnes lectures. Ici, on va suivre Lily qui a 21 ans et qui travaille dans une banque à l'accueil. Donc du coup, c'est pas facile pour elle parce qu'elle se fait tout le temps juger. Elle a principalement des homologues masculins comme collègues. Donc du coup, c'est compliqué pour elle parce qu'ils lui font tout le temps des remarques un petit peu désobligeantes et tout. Donc voilà, elle va pas toujours travailler avec le sourire et la motivation qu'on devrait avoir en allant travailler. C'est compliqué pour elle. Un jour, poussée par sa grand-mère, elle va découvrir qu'il y a des cours de danse qui vont être organisés et elle se dit pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'inscrire à ces cours de danse. Quand elle était petite, elle faisait de la danse classique et elle avait arrêté et là du coup elle se dit pourquoi est-ce que je ne recommencerai pas. Donc elle s'inscrit dans un cours de danse qui est un peu plus style hip-hop je pense, en tout cas qui est très différent de la danse classique et sa prof au cours de danse va lui dire moi je te verrai plus dans tel type de danse. Donc elle la redirige vers une autre prof. Et là, elle découvre qu'en fait, le cours qu'on lui propose, c'est un cours de pole dance. Lily, elle se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ferais du pole dance? J'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle. C'est une danse qui est hyper sexy, hyper sensuelle. Donc du coup, elle se dit, mais j'y arriverai jamais, je peux pas faire du pole dance, etc. Et pourtant, elle a un talent majeur parce qu'ayant fait de la danse classique plus jeune, elle a directement les bases qu'il lui faut pour pouvoir faire de la pole dance. Et au fur et à mesure, elle va accepter de prendre ses cours de danse. Et elle va même être amenée à remplacer une danseuse de pole dance dans un club de quartier qui s'en va parce qu'elle est enceinte et qui ne peut donc plus professer. Et donc, elle va décider de la remplacer. En fait, ça va la challenger. Elle va se rendre compte que là-bas, dans ce club, personne ne la connaît. Et du coup, ce challenge peut être super intéressant pour elle et ça va peut-être pouvoir lui permettre d'avoir de plus en plus confiance en elle. Là-bas, elle va rencontrer Maxime qui est un transformiste homosexuel de 32 ans qui a un lourd passé dû du coup à ses choix d'orientation sexuelle. Et forcément, vous l'avez compris, on va suivre ces deux protagonistes qui ont une histoire très difficile, qui ont un passé assez lourd et qui ont des sujets qui sont de nouveau très intéressants par rapport à notre société parce que de nouveau, ce sont des sujets qu'on n'a pas l'habitude de discuter en société. Et donc, comme vous vous en doutez, moi j'ai adoré l'histoire parce que de par mon métier, c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur. Et je vais vous le répéter encore une fois, mais le fait que ce genre de livre existe, ça permet encore une fois que la société puisse évoluer et qu'on sorte aussi un petit peu de nos conforts, de lire toujours la même chose. Ici, on est loin d'une histoire d'amour, alors c'est vrai qu'il y a un petit côté romancé, etc. La fin du livre est un petit peu plus centrée sur une histoire d'amour, mais c'est très loin d'être le sujet principal et donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. La plume de l'autrice est hyper poétique, hyper légère, hyper fluide et donc ça permet que l'histoire soit moins lourde parce que les sujets abordés sont compliqués, mais le fait d'avoir une plume aussi légère et aussi poétique, en fait ça permet que la lecture soit plus facile aussi. J'ai adoré, les sujets abordés sont magnifiques et moi je ne peux que vous le conseiller. Comme je vous l'ai dit, c'est une autrice auto-éditée, donc la soutenir, ça lui ferait énormément plaisir. C'est hyper important aussi de soutenir ce genre d'auteur. Donc moi je ne peux que vous le recommander et lancez-vous vraiment parce que ça vaut la peine d'être lu. Le 5e du classement est Wendy de Capucine Sergent. Donc ici c'est de nouveau un livre auto-édité. Donc comme le livre précédent, je vous conseille clairement de l'acheter. De nouveau pour soutenir l'autrice. Alors ici j'ai la version reliée grâce à la campagne Ulule qu'elle avait fait pour la sortie de son livre. Donc si vous voulez l'acheter, il n'existe qu'en version brochée ou e-book. L'édition reliée était vraiment une édition spéciale pour la campagne Ulule. Donc moi je la trouve juste magnifique. Déjà il y a un travail qui a été fait qui est dingue. Il y a des petites illustrations à l'intérieur qui sont magnifiques aussi. Moi j'adore tout ce qui est illustration dans les livres. Je trouve que ça permet de s'imaginer encore mieux les histoires. Donc voilà, personnellement, je suis super contente d'avoir pu la soutenir en participant à sa campagne Ulule.
Donc n'hésitez pas de nouveau à acheter ce livre si l'histoire vous plaît. Donc ici, si vous l'avez compris, on est sur une réécriture de Peter Pan, comme l'indique le nom avec Wendy comme titre. Donc comme l'indique le titre qui s'appelle Wendy. Ici, pour moi, c'est l'une des meilleures réécritures de contes de Peter Pan que j'ai lues depuis le début que je lis des réécritures de contes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'éloigne vraiment de l'histoire de Peter Pan. On a les codes de Peter Pan, donc on a le pays imaginaire, on a les pirates, on a Wendy, on a Peter, mais Peter qui n'est pas du tout le personnage principal et qui est d'ailleurs, je dirais même pas en second plan, qui est en troisième plan. Donc sincèrement, pour moi, c'est une pépite par rapport à ça, le fait de pouvoir prendre les petites touches de Peter Pan, mais de s'éloigner un maximum de l'histoire, c'est ce qui a fait que j'ai adoré la réécriture de contes et qui est du coup ma préférée pour le moment au niveau de Peter Pan. Donc ici, on suit Wendy. Ces deux frères vont être kidnappés. Donc comme je vous le dis, ça c'est la base de Peter Pan. Et donc Wendy, pour les sauver, va se déguiser en homme et va vouloir intégrer la bande de pirates qui essaye de capturer depuis longtemps la personne qui kidnappe les enfants. Et du coup, Wendy saisit l'occasion de rejoindre cette petite bande de pirates pour réussir à sauver ses frères. Donc ici, c'est un gros résumé de l'histoire. Vous avez compris du coup que Wendy et les pirates vont partir à Neverland pour essayer de sauver tous les enfants qui ont été capturés et que du coup, s'ensuit une quête et une aventure autour de ces enfants qui sont kidnappés. Donc moi, j'ai vraiment apprécié cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper original. Ça sort du conte de Peter Pan. Je trouve qu'elle a apporté vraiment sa touche personnelle à l'histoire et c'est ce qu'il me faut dans une réécriture de conte. De nouveau, la plume est magnifique. Je suis vraiment pas déçue de la plume de Capucine Sergent. Donc je pense clairement que je vais essayer d'acheter et de lire ses autres romans. Donc sincèrement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que pour moi, ça a été une très belle lecture et je ne retrouve pas réellement de points négatifs à dire sur ce livre. Donc plongez si vous êtes fan de Disney, de Peter Pan, tout ça, n'hésitez pas parce que vous allez du coup avoir les petites touches de Peter Pan, mais une grande partie de l'originalité de Capucine Sergent qui est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et soutenez-la. Le 4e du classement est Il était une fois au cœur brisé de Stéphanie Garber. Donc de nouveau, j'ai l'édition reliée qui est magnifique. Entendons-nous bien, regardez-moi ça. On a une carte en plus du monde qui est représentée qui est incroyable. Bref, pépite. Je trouve que l'histoire est à l'image du livre, en tout cas de ce qui est représenté sur le livre. Il est beau, il est gracieux, il est harmonieux et il est hyper original. Donc ici, on suit Évangeline qui a le cœur brisé parce qu'en fait, l'homme qu'elle aime depuis toujours veut épouser sa sœur. Et donc, il lui a fait croire pendant tout un temps qu'ils allaient tous les deux s'enfuir en amoureux, nanana, et puis ils se retrouvent à épouser sa sœur. Bref, totalement lunaire le truc. Et donc, totalement désespérée de retrouver l'amour, elle va passer un pacte avec le prince de cœur. En échange, du coup, de l'aider à retrouver l'amour, le prince de cœur lui dit qu'elle doit échanger 3 baisers avec la personne de son choix, le lieu de son choix et au moment de son choix. Donc en gros, pour retrouver l'amour, elle va devoir embrasser 3 personnes que le prince de cœur aura décidé. Donc au final, Évangeline accepte ce pacte, mais elle se rend compte qu'après avoir échangé son premier baiser avec la personne que le prince de cœur a sélectionné, finalement, ce prince de cœur, il n'est pas tout net, il veut beaucoup plus que ce qu'il lui a demandé et elle se rend compte que passer un pacte avec un immortel, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donc soit l'histoire se finit en tragédie, soit elle se finit avec ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, mais vous en doutez bien, la fin ne se finit pas vraiment comme ça parce qu'il y a une suite, donc c'est une saga de 3 tomes. J'ai déjà le 2e tome dans ma pile à lire parce que j'ai adoré ce premier tome. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, Stéphanie Garber, j'ai déjà lu le premier tome de Caraval et j'avais adoré son originalité et toute la créativité qu'elle a pour créer un monde. Et ici, de nouveau, on a un monde hyper original. On a un monde qui est construit de A à Z, qui a été réfléchi, qui a, à mon avis, dû être travaillé beaucoup pour en arriver à nous présenter ce livre. Et donc, tout cet univers de cœur brisé, et de châteaux cœur brisé, de princes de cœur, de malédictions, d'immortels, etc.
est vraiment super chouette. Alors je trouve que c'est un petit peu compliqué à comprendre, en tout cas il faut être concentré lorsqu'on lit le livre pour comprendre un petit peu tous les enjeux et tout ce qui gravite autour du coup de cet univers de Cœur brisé. Mais personnellement, c'est ce qui a fait que j'ai adoré l'histoire, c'est que c'est un petit peu complexe, mais que ça a été bien travaillé et que du coup ça nous amène dans un univers mais totalement fou et totalement magnifique. Moi je l'ai trouvé incroyable, l'histoire est magnifique, la malédiction qui du coup découle du pacte qu'Évangeline a conclu avec le prince apporte beaucoup de rebondissements à l'histoire et la fin est vraiment surprenante. Personnellement je m'attendais pas trop à ça. Alors on est sur une histoire d'amour mais un slow burn qui est vachement slow, hein. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose avant la fin de l'histoire et je pense même que du coup on aura réellement le début de la romance au tome 2. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai lu la fin du livre. Mais personnellement, voilà, moi j'ai adoré l'histoire. J'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce livre. La plume est magnifique. Comme je vous l'ai dit, il est un peu complexe. Donc si vous vous lancez dans la fantasy, je vous conseille pas de commencer avec ce livre-là. Je pense que pour avoir plus facile cerné l'univers de Stephanie Garber, il faut commencer par Caraval. Pour moi, Caraval est beaucoup plus compréhensible qu'il était une fois un cœur brisé. Donc en tout cas, c'est le conseil et c'est ce que je vous donne et c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, tout simplement, j'ai adoré l'histoire, l'originalité, la plume, cette histoire de malédiction, de magie, d'immortel, de prince, de princesse, enfin bref. C'est tout ce que je kiffe, donc je ne pouvais qu'aimer cette histoire, sincèrement. On passe du coup au livre que j'ai noté 5 étoiles sur 5 et le premier que je vais vous présenter est Ces promesses maudites, que j'ai enfin décidé de sortir de ma pile à lire. Ça faisait un moment que je l'avais, mais j'ai eu pas mal de retours positifs sur ce livre, donc je me suis dit, allez, lance-toi. Et de nouveau, pas déçue. Si j'ai mis 5 étoiles sur 5, vous vous doutez que j'ai vraiment surkiffé l'histoire. De nouveau, j'ai l'édition magnifique de Saxus, parce qu'ils font un travail de fou au niveau de leur relief. Là, il y a un petit dessin, mais je sais pas. Ah ouais, on voit un peu, mais bof bof, hein. Vous ne voyez pas plus que ça. Enfin bref, pour résumer un petit peu l'histoire, on suit Brie qui est une voleuse super talentueuse et qui déteste le monde des failles. Malheureusement, sa sœur va se faire kidnapper par le roi de la cour de la lune et donc forcément, elle va devoir être obligée d'aller dans le monde des failles pour sauver sa sœur parce que pour rien au monde, elle ne laisserait sa sœur rester dans ce monde qu'elle déteste par-dessus tout. Pour pouvoir sauver sa sœur, elle va passer un accord avec le prince, enfin avec le roi de la cour du soleil et il va lui demander de voler 3 objets bien précis au château de la cour de la lune du coup et elle va se rendre compte qu'en fait le prince Ronan qui est le prince de la cour de la lune recherche une épouse. Du coup elle se dit bingo, je vais faire en sorte de me marier avec ce prince pour pouvoir avoir accès au château et pour pouvoir voler les 3 objets que le roi de la cour du soleil lui demande en retour de son aide pour sauver sa sœur. Elle va également se faire aider d'un faille. Elle va également se faire aider par un faille qui s'appelle Finn. Et donc en fait, vous l'aurez compris, il va y avoir un petit triangle amoureux. D'où les 2 personnages qui sont dessinés derrière. Donc il va y avoir toute l'histoire d'amour entre Ronan et Brie et entre Finn et Brie. Alors personnellement, je suis team Finn. Hein. Sincèrement, pépite. Finn, je l'adore, son personnage est incroyable, il est un petit peu dur à cerner, on ne sait pas trop si on doit l'aimer ou pas l'aimer, mais personnellement c'est ce que j'adore, donc je suis team Finn à 100%, Ronan pour moi c'est un basique maintenant, on a déjà vu, on connaît, enfin bref, hyper prévisible etc, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est du coup toute la partie faille, donc en fait Brie va se rendre compte que elle arrive à voler que quand il fait nuit parce qu'en fait elle a une particularité en elle, c'est qu'elle peut jouer avec les ombres et donc du coup elle va finalement apprendre petit à petit à découvrir son pouvoir et à pouvoir l'utiliser aussi grâce à Finn vu que c'est en faille et c'est lui qui va l'aider à pouvoir accomplir plein de choses au niveau de l'histoire. Donc on est sur un triangle amoureux mais un triangle amoureux qui est forcément entouré de toute une intrigue et toute une action et toute une aventure aussi avec le pacte que Brie a passé avec le roi de la cour du soleil. Donc ça ajoute une aventure et une intrigue et aussi une certaine action et des rebondissements à l'histoire. Et en fait, on s'ennuie pas. Dans ce livre, on s'ennuie jamais. Il y a des rebondissements tout le temps. La fin, de nouveau,
est incroyable. Donc je me suis empressée d'acheter le tome 2 pour pouvoir découvrir la suite de l'histoire. Et ça c'est cool parce que du coup j'attends pas pour continuer mes sagas, comme j'ai comme objectif de les terminer, j'achète direct les autres tomes, comme ça voilà. J'ai directement le fin mot de l'histoire et je ne traîne pas mes sagas pendant 300 ans. Donc voilà, vous l'aurez compris, de nouveau ça a été une super belle lecture. Je trouve que c'est un fantasy qui est assez compréhensible. L'histoire n'est pas très compliquée à comprendre, elle est bien expliquée avec des mots assez simples, des pouvoirs très simples aussi, manier les ombres, etc. C'est pas des pouvoirs si exceptionnels et donc du coup je trouve que c'est assez compréhensible et que ça peut être une histoire qui peut être lue par des débutants de la fantasy. Donc personnellement je vous le conseille et moi j'ai adoré, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde durant ma lecture. Donc c'est un gros plus pour moi et j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans l'histoire du tome 2 pour découvrir enfin ce qui se passe à la fin de toute cette histoire et pour voir qui elle a choisi, parce que je vous le répète, je suis Team Finn, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous êtes plus Team Finn ou Team Ronan, j'attends les débats. Donc du coup ici on arrive à mon top 2, c'est mon top 2 et c'est quand on prit la bonne étoile de Hachette Heroes, donc de nouveau édition reliée qui est pépitas comme vous vous en doutez. Et c'est encore un twist tel qui est incroyable. Mais vraiment, pour le moment, j'en ai détesté aucun. Je les ai tous surkiffés et ils ont tous 5 étoiles sur 5. Donc je ne sais pas quel travail ils font par rapport à cette collection chez Hachette Heroes, mais en tout cas ils font un super bon travail, parce que pour moi c'est à chaque fois des 5 étoiles sur 5. Ici on va découvrir un petit peu comment la fée bleue a fait pour devenir fée. Donc on a vraiment deux versants de l'histoire. On a toute la partie où elle est humaine et puis toute la partie où elle est devenue fée, et on a tout son apprentissage et toutes les règles qu'il y a un petit peu dans le monde des fées. Du coup avant de s'appeler la fée bleue, elle s'appelle Kiara et elle a tout simplement un souhait, c'est d'aider les autres. Donc ça c'est son maître mot, aider les autres, être altruiste, etc. Et donc on va suivre un petit peu son épopée au niveau de sa vie familiale, au niveau de sa relation avec sa sœur, au niveau de son histoire d'amitié avec Geppetto et du coup comment elle est devenue fée. Ici le gros changement qu'il y a par rapport à l'histoire principale, c'est et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Et donc en fait ça veut dire en gros que normalement dans les règles que les fées s'imposent, elles ne peuvent pas exaucer les vœux de leurs anciens amis, famille, connaissances, etc. Elles ne peuvent exaucer les vœux que des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle n'est pas censée aider Geppetto à faire en sorte que Pinocchio devienne humain. Mais c'est ce qu'elle va faire et du coup on va un petit peu découvrir la malédiction qui se découle de tout ça, et donc c'est hyper chouette, hyper intéressant. De nouveau c'est hyper fluide, on a de l'action tout le temps, c'est hyper contemplatif aussi comme histoire parce qu'on découvre beaucoup de paysages, notamment le paysage des fées et tout ça qui est hyper bien décrit. On a aussi toute la partie de l'histoire qui est un petit peu italienne et qui nous fait voyager, etc., qui est juste magnifique. Moi j'ai été transportée par ce livre et franchement de nouveau, je ne peux vous dire que pépite parce que l'histoire est magnifique et on a des valeurs qui sont transmises, qui sont d'autant plus belles parce que les valeurs, c'est la famille, c'est aider les gens, c'est l'espoir. Enfin, c'est vraiment beaucoup de valeurs qui me parlent énormément. Et donc du coup, ce livre a juste été magnifique et ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision sur l'histoire de Pinocchio, parce que je trouve que c'est un Disney qu'on oublie souvent. Enfin, personnellement, je l'ai déjà vu, mais c'est pas un Disney que je re-regarderai comme ça par plaisir ou par envie. Et donc là, le fait d'avoir un autre versant de l'histoire, ça m'a totalement plongée dans un autre côté du conte qu'on connaît. Et le fait d'avoir le point de vue de la fée, ça a amené toute une dynamique qui est totalement différente du Disney de base. Donc moi, j'ai kiffé. Et je me réjouis clairement de découvrir du coup les autres livres de la collection parce qu'à chaque fois, comme je vous le dis, ça a 5 sur 5. J'ai déjà lu Histoire éternelle, donc qui concerne La Belle et la Bête. J'ai lu Au bout du rêve qui concerne La Princesse et la Grenouille. Réflexion qui concerne Mulan. Ouais, je pense que c'est tout. Du coup, celui-ci c'est le 4e que je lisais et tous ont été un 5 sur 5. Et je crois même que Histoire éternelle, ça a été un coup de cœur. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore la collection et je ne peux que vous la recommander parce que ça nous fait vraiment
parce que ça nous fait vraiment voyager et souvent ça nous amène à penser autrement le conte original et à penser autrement l'histoire et à se retirer un petit peu de tout ce qu'on connaît. Donc voilà, moi j'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller, comme je vous le dis, pour tous les livres que je vous présente dans cette update lecture. Et donc le dernier livre et non des moindres, c'est Outlander tome 4 et c'est un coup de cœur. Donc là on avait les 5 sur 5, mais là c'est un coup de cœur. Et quelle joie de pouvoir mettre un coup de cœur sur un deuxième livre de Outlander. Mais vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 et le tome 3, ça a été une déception intergalactique. Franchement, j'ai été hyper déçue du tome 2 et du tome 3. Mais là, le tome 4, allez, il remonte dans mon espérance. Franchement, ça me donne clairement de l'espoir pour la suite de la saga. La série est un coup de cœur. Donc du coup, forcément, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 qui représente en fait hyper bien, je trouve, la saison 1 de Outlander. Et le tome 2 et le tome 3, pourquoi j'avais moins apprécié? Parce qu'en fait, on a tout le temps le point de vue de Claire. Sauf que Claire, on a son point de vue de femme et de médecin, mais pas de guerrière. Tout le côté de point de vue qu'on a de Jamie dans la série, donc tout ce côté un petit peu guerre, bataille, réflexion, tous ces trucs-là, en fait on les a pas dans le tome 2 et dans le tome 3 parce qu'on a tout le temps le point de vue de Claire. Et forcément Claire, vu qu'elle participe pas aux batailles, le livre il est fort mou, genre c'était hyper lent. Et ici, ce qui a relevé clairement la barre, c'est qu'on a le point de vue de Brianna, qu'on a le point de vue de Roger, qu'on a le point de vue de Jamie, qu'on a le point de vue de Claire. C'est vrai que là, je vous donne un petit peu mon avis sans vous faire le résumé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous résumer un petit peu le tome 1. Donc, je suis Claire, qui est à l'époque actuelle, donc dans le livre en 1900, qui est infirmière, qui revient de la guerre, etc. Un jour, pour son voyage de noces, elle part en Écosse avec son mari. Et là, elle découvre le cercle de pierre, vous voyez les cercles de sorcières là, ou je sais pas quoi, de pierre qui est en Écosse. Elle y va et en fait, en touchant une des pierres, elle se retrouve projetée dans le passé et elle va débarquer à l'époque, dans les années 1700. Et donc en fait, elle va découvrir l'Écosse comme elle était à l'époque et on va suivre un petit peu tout le côté historique de l'Écosse, mais qui est énormément romancé. Et du coup qui fait un petit peu partie de ce côté fantastique de pouvoir voyager dans le temps. Alors moi déjà l'Écosse, comme vous le savez, ça me passionne. C'est un pays que j'adore, c'est un pays que j'aime de par son histoire et de par tout ce qui existe dans ce pays. Sincèrement, c'est pour moi un pays pépite. Et donc déjà l'histoire en Écosse me plaît énormément. Il y a une très belle romance entre Jamie et Claire qui du coup apparaît dès le tome 1, qu'on a un peu perdu dans le tome 2 et le tome 3, mais qui revient en force dans le tome 4. Donc de nouveau, c'est pour ça que c'est un coup de cœur, parce que la relation de Jamie et Claire s'était perdue au fil des tomes. Et là, dans le tome 4, je trouve qu'ils se retrouvent et qu'on retrouve cette complicité qui est entre eux et la force de leur amour que moi j'adore. Parce que Jamie et Claire, c'est clairement un de mes couples préférés au niveau de la littérature. Donc on a cette romance qui est magnifique, on a le pays de l'Écosse qui est incroyable, on a tout le côté historique de l'Écosse mais qui est romancé, donc ça, je trouve que ça permet en fait de découvrir un petit peu l'histoire de l'Écosse mais d'une autre manière et de pas lire des livres historiques qui sont hyper lourds à lire, etc. Et on a tout ce côté un petit peu fantastique de pouvoir voyager dans le temps, de pouvoir revenir dans le passé, revenir dans le présent, parce que vous allez découvrir qu'il y a pas mal de voyages et d'allers-retours entre le passé et le présent. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Donc la plume de Diana Gabaldon, elle est magnifique. Comme vous avez vu, j'ai mis pas mal de post-it parce qu'en fait, juste les citations sont incroyables. Et les discours que Jamie fait à Claire ou que Claire fait à Jamie, bref. Je suis sous le charme et c'est un coup de cœur parce qu'on a, on a clairement retrouvé dans ce tome 4 tout ce que j'avais aimé dans le tome 1. Et dans ce tome 4-ci, ils arrivent en Amérique. Donc le tome 1, c'est principalement en Écosse. Le tome 2, je pense que c'est le côté un peu pirate et qui se passe sur un bateau principalement. Le tome 3, je vous avoue que je ne sais plus dans quel pays ils se retrouvent. Et le tome 4, ils sont en Amérique. Et alors, il y a tout ce côté indien qui commence à débarquer et qui va suivre du coup dans le tome 5. Mais en tout cas, on a le début de ce côté indien qui va arriver dans le tome 4.
Et de nouveau pépite, parce qu'on a vraiment tous les éléments de l'histoire qui concordent et qui sont petit à petit mis en place. Donc on découvre vraiment le voyage de Jamie et Claire à travers le temps, à travers les pays, à travers les rébellions, à travers les guerres, à travers tous les conflits politiques qu'il y a aussi. Enfin, franchement, pépite, je vous le dis, il faut le découvrir. Alors maintenant, c'est des grosses briques, ce livre, il fait 1500 pages, donc c'est hyper long à lire. Mais moi, je suis passionnée, donc franchement, je ne peux vous dire que lancez-vous, parce que c'est une saga qui en vaut la peine. Je sais, les livres sont énormes, je sais, la saga est très longue, je pense qu'il y a plus de 15 tomes qui sont sortis, mais moi je vais continuer, je crois, jusqu'au dernier tome, parce que l'histoire est magnifique et je pense que cette saga le mérite amplement. Et donc voilà, on finit sur une très belle note. Du coup, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de cœur et je suis super contente. Je vais un petit peu clôturer cette vidéo ici parce qu'en fait, j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps, donc je vous avoue que j'ai hyper soif et que je pense que pour vous, c'était suffisant de m'entendre parler pendant autant de temps. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous donnent envie, enfin bref, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous répondre et pour discuter avec vous, c'est un petit peu le but de ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!